Et on va arriver pour parler de l'amour bien de chez nous, de ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, Héloïse ? C'est ça, parce que moi, malheureusement, aujourd'hui, je ne parle pas comme souvent, je ne vais pas aborder des sujets cuicui les petits oiseaux et tout mignon et tout rose. Puisque moi, aujourd'hui, je vais aborder l'amour, celui qui fait mal, celui qui laisse des séquelles, celui qui, on est d'accord, ne devrait pas exister. Aujourd'hui, je parle de l'amour toxique. On est bien d'accord, si la relation fait mal, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement, alors elle n'est pas saine. Ça, c'est une base. Sauf un cas. Celui d'un contrat BDSM clairement défini par toutes les parties impliquées. Et là, c'est pas de ça dont on parle. Comment est-ce qu'on va le reconnaître, cet amour toxique ? Alors déjà, il faut savoir qu'il peut toucher tous les genres, évidemment. Il n'y a pas que des femmes, il n'y a pas que des hommes, et il y a toutes les personnes entre cette binarité de genre qui peuvent être touchées par la toxicité de l'amour. Mais malheureusement, c'est aussi assez vu dans les études que ce sont souvent les femmes et les minorités de genre qui sont les plus souvent victimes, et la plupart des bourreaux sont quand même des hommes. Donc on commence à parler de toxicité quand l'une des deux personnes, alors ici je parle dans le cas d'un couple exclusif, quand cette personne va prendre le pouvoir sur la deuxième. C'est-à-dire que la victime n'aura plus le droit de faire certaines choses, comme par exemple mettre certains vêtements, porter du maquillage ou des bijoux. La victime ne va plus pouvoir penser ce qu'elle veut, avoir des opinions contraires à celles du conjoint, voir certaines personnes, jusqu'au moment où le bourreau va empêcher la personne de sortir de chez elle, voire même la frapper, car vous comprenez, il y a trop de passion qui bouillonne au sein de cette personne. On va juste rappeler rapidement ici que non, les crimes passionnels dont raffolent les médias sont des horreurs, des féminicides, pas justement de la passion. Quand on aime passionnément quelque chose ou quelqu'un, on ne le tue pas. Moi, personnellement, j'ai une passion dévorante pour les bidons de chatons. Mais je vais pas les éventrer, seulement les couvrir de bisous, et ça, c'est à mes risques et périls. Bref. Le meurtre est la conséquence la plus horrible de l'amour toxique. Ça, je pense qu'on en est tous conscients. Mais il y a d'autres signes et d'autres petites choses qui sont beaucoup plus insidieuses. Comme par exemple les petites réflexions sur le ton de la blague. « Oh non, mais tu vas quand même pas mettre ce jean, avec ton gros cul !»« Non mais t'es vraiment pas une lumière, toi, !» Non mais surtout le prends pas mal, !»« Oh, tais-toi, tu me fais honte !» Vous savez, toutes ces petites phrases comme ça qui rentrent et qui font mal au bout d'un moment. Et alors pour donner une idée et un outil pour savoir si notre relation est toxique, ou si une de nos anciennes relations a pu être toxique, il y a un outil qui a été mis en place. Est-ce que vous savez lequel c'est ? Non. Pas du tout. Non ? Alors, je vais vous laisser chercher sur internet, ça s'appelle le violentomètre. Ah, mais oui, bien sûr. Il y a vraiment un truc qui s'appelle le violentomètre. Il y a vraiment un truc. Violentomètre, je vais vous laisser chercher sur internet, et ensuite on le mettra en plus en description de l'épisode. Ah, carrément, ouais. Ouais, outil carrément, de vous voyez, prévention c'est du vert au rouge, c'est les comportements et les réflexions qu'une personne a envers vous, et ça vous permet de juger si vous êtes dans le vert, si vous avez une relation saine, et plus vous entendez le orange, voire dans le rouge, et ben c'est une relation qui est toxique et abusive. Ouais, j'avais fait en couple pour m'amuser. Enfin, bon, désolé. Non, mais c'est toujours intéressant de se questionner sur... Pas sûr que ce soit le terme adéquat. Gros je suis vraiment désolé. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, après, attention aux mauvaises déceptions, on va dire. Ouais, mais en même temps, ça permet de... C'est intéressant de le faire, en vrai, je pense. Aussi. Ouais. C'est ça. Et ne serait-ce que pour donner à ses amis, quand on voit que ses amis sont dans une relation qui n'est pas saine, tu leur dis, au fait, va lire ça, peut-être que tu te reconnaîtras. Et ça peut être un bon outil pour des personnes qui sont complètement engluées dans leur relation et qui n'arrivent pas à prendre de recul sur le fait qu'elle est pas bonne. Ouais. Et du coup, on va résumer. Si on ne se sent pas bien dans notre relation, que l'autre ne nous fait pas grandir, évoluer et nous épanouir, alors cette relation, tout simplement, elle n'est pas saine. Et si vous ne voulez pas voir votre partenaire être heureux ou heureuse en dehors de vous-même, alors c'est que vous êtes toxique. Alors, ça, ce n'est pas l'apanage des pervers narcissiques. Malheureusement, tout le monde peut avoir eu des comportements limites, moi la première. Et alors, quand on s'en rend compte qu'on est dans une relation toxique, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en tant que victime, on se barre, on fuit, et on se fait aider. Parce que le départ, malheureusement, il peut être parfois violent, voire même très souvent violent, puisque la personne qui a cette emprise sur la victime ne va pas vouloir la lâcher. C'est logique. On n'hésite pas à solliciter les amis dont on a été éloigné. Parce que si ce sont vraiment des amis, ils et elles comprendront et ne vous en tiendront pas rigueur et seront présents pour vous aider à vous sortir de cette situation merdique. Par contre, si on est le bourreau, parce que ça peut arriver que, en tant que personne toxique, on se rende compte de nos comportements et qu'on se dise « Wow, là je suis pas safe ». En fait, on arrête tout. On se remet en question et on se fait également aider. Parce que souvent, on devient toxique quand des choses dans nos vies ne vont pas. Donc on les résout avant de continuer la relation ou d'en recommencer une. Et surtout, on va discuter avec sa victime. Enfin, si elle est ok avec ça, puisque tout le monde va réagir différemment.
Il y a des victimes qui vont vouloir rester toutes seules dans leur coin, et d'autres victimes qui vont avoir besoin de confronter les personnes qui leur ont fait du mal. Et alors, si la personne accepte de discuter, s'il vous plaît, on s'excuse. Parce que Et on reconnaît ses torts. C'est ça, et on reconnaît ses torts, parce que le nombre de personnes qui sont là, oui, j'ai été un connard. Ouais, et alors? Oui, mais tu comprends, c'est parce que j'étais pas très bien. Oui, mais c'est ça, mais sauf que ça ne fait pas tout. Mais bon. Mais du coup, moi, la question qui m'est posée, c'est que les relations toxiques, c'est quand même quelque chose qui est terrible, qui fait du mal. Et pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Parce que, moi, s'il y a bien un mécanisme dont je me suis rendu compte ces dernières années en tant que femme, et même quand j'étais plus jeune en tant que jeune femme, eh bien en fait, on nous encourage à avoir des relations toxiques. Pourquoi est-ce qu'en tant que jeune femme et femme, on nous a glorifié cet archétype du grand brun ténébreux? Vous savez, celui qui est dans un coin de la pièce, qui est beau, qui est grand, mais qui parle pas. On voit qu'il y a plein de choses dans son crâne, mais il les sort pas. Ou alors juste il y en a pas, mais ça on n'est pas censé le savoir. Une des réponses que moi j'ai trouvées par rapport à ça, c'est que, moi je vous le donne en mille, c'est le patriarcat. C'est sa faute. Parce que, faut pas l'oublier, on est quand même dans une société où il est de bon ton de se souvenir que les femmes doivent être un minimum soumises et respectueuses à l'homme, surtout au sein de leur couple. Et pour nous faire avaler ça et nous le rendre normal, on nous a donné comme désirable cette figure de l'homme torturé. Et du coup, au sein de chaque homme, il y a un homme torturé, et il a besoin de nous pour qu'on le répare et qu'on le sauve. Et pendant ce sauvetage, tout le mal qu'il va infliger sera perçu comme normal parce que tu comprends, je souffre, donc il faut bien que ça s'extériorise à un moment. Ouais. Évidemment, il faut que ça s'extériorise sur la gueule de la nana. Sinon, c'est pas drôle. Je ris pour le ouin-ouin de derrière qui est passé en scred derrière ta phrase. Et c'est exactement ça, on a droit à des ouin-ouin de toxiques. Mais alors, il y a plusieurs problèmes qui sont à noter ici. Déjà, la banalisation de la violence conjugale, qui est évidente. Mais aussi, surtout, qu'un compagnon ou une compagne n'a pas à se substituer à un ou une professionnelle de la santé mentale. Vous allez me dire, c'est aussi nous qui sommes bêtes de tomber dans le panneau. À chaque fois. Or déjà, de dire ça, c'est du victim blaming. Et ensuite, regardez les images de l'amour qui nous sont données depuis l'enfance. Les princesses Disney, qui tombent amoureuses d'un mec les ayant embrassées sans leur consentement. On est d'accord que c'est pas romantique, c'est une agression sexuelle. Hein. Et ensuite, les livres adaptés en série ou en film, qui nous montrent des relations censées être romantiques, mais pleines de violences psychiques, comme la contrainte et le chantage, et des violences sexuelles. On voit sur les écrans, aussi bien les grands au cinéma que les petits à la télé, des scènes de viols conjugaux en détente. Et puisque c'est montré de manière normale, ça devient la norme. Et cette norme, il faut qu'on l'atteigne. Et donc on reproduit, voire même on cherche ces comportements chez nos partenaires. Et c'est là qu'on se tourne vers les vilains garçons, les bad boys, qui nous feront du mal, et que nous, on s'évertuera à guérir au prix de notre santé mentale, voire même de notre santé physique certaines fois. Et lorsque toute notre énergie aura été pompée, eux, ils s'en iront, trouver une autre victime à épuiser. Comme un détraqueur. Exactement. Oui, Tellement. je veux pas. Et c'est comme ça que nous sautons d'une relation toxique à une autre. En plus, ce phénomène, il est encouragé et accentué par le fait qu'il est mal vu pour une femme d'être seule dans notre société. C'est bien connu, on se gâche dans le célibat. Et alors c'est en opposition aux bad boys qui récoltent toutes les femmes, qui sont mis en concurrence les gentils garçons, aussi appelés les nice guys. Vous savez, ce mec un peu trop gentil, qui se fait exploiter pour que finalement la nana lui préfère le vilain garçon. On est d'accord que dans cette situation, il n'y a rien qui va. Premièrement, ce n'est pas parce que vous êtes gentil qu'on vous doit des faveurs amoureuses ou sexuelles. Parce que ça, on est d'accord. 2, on choisit qui on veut, même si c'est pas le choix le plus safe pour nous. Bon après, ça c'est à nous aussi de se rendre compte, mais ça c'est une autre question. 3, la personne non choisie n'est pas ridicule. Elle a éventuellement une déception, mais elle n'est pas le dindon de la farce. Et si vous vous en sentez loué, parce que vous avez tout bien fait pour avoir la récompense, c'est votre problème. Va falloir, messieurs, si c'est le cas, revoir vos attentes. Est-ce que vous êtes prêts à donner dans une simple amitié sans attente amoureuse? 4e point, nous ne sommes pas un prix donné aux plus méritants. Nous sommes des êtres pensants et volontaires. Et le dernier point, ce n'est pas parce que vous êtes gentil et respectueux que vous devez forcément avoir un sucre. C'est seulement un comportement normal que tout le monde devrait avoir. Un quoi, pardon, j'ai pas... Un sucre. Sucre. Ah, c'est sucre. Un biscuit. Tiens, gentil garçon, prends ton sucre. Prends le biscuit. Du coup, pour finir sur cette dichotomie gentil garçon, vilain garçon, moi ce que je vous encourage à faire, c'est soyez tous des gentils gars, sans attente et avec vos limites perso. D'ailleurs, c'est comme le contexte de friendzone. Est-ce qu'on pourrait l'abolir? Juste, ça n'existe plus. Parce que ça nous renvoie encore au fait qu'une femme est forcément vue dans ses possibilités amoureuses et sexuelles. C'est nous considérer comme étant perpétuellement dans le contraire de la friendzone, c'est-à-dire la fuck zone. Et on ne peut pas exister juste en tant que proche et ami sans être vos amoureuses ou vos amantes. Et je vous avoue que c'est fatigant.
C'est juste ultra fatigant. Moi, j'ai pas juste envie d'être pompé up tout le temps. Quand je suis en chantier, quand je suis en affaire de chantier, avec de la boue au-dessus des sourcils, moi, j'ai juste pas envie d'être dans la fuck zone, là. Juste prenez-moi en pitié et tendez-moi la main et mettez-moi dans un bain chaud, quoi. Sans manière sexuelle. Donc, pour conclure, prenons soin des personnes que nous aimons. Voyons des professionnels quand nous avons besoin d'aide, avant que ça rejaillisse sur nos relations. Et si notre instinct nous souffle que ça pue, barrons-nous. Et pour que ça ne continue pas, écrivons les nouveaux modèles à montrer aux futures générations. Et bien sûr, ici, je me suis concentrée sur l'amour toxique, mais certaines amitiés le sont également et répondent exactement au même mécanisme. Et du coup, si vous m'avez bien écouté, quand on a une amitié toxique, qu'est-ce qu'on fait ? On à la maison. On se barre. On se barre, exactement. On reprend le sucre, il va bien se faire enculer. On prend la boîte de biscuits, et puis après on va. Voilà, on se barre avec les gâteaux, c'est ça. De toute façon, l'amitié, c'est aussi une forme d'amour. Donc, en fait, quelle que soit la relation ou l'amour que tu as pour une personne, si ça va pas, ça va pas. Et ça marche aussi avec la famille, d'ailleurs, hein, oui, bien sûr. On veut y aller. Toutes les formes de relations, en fait. Et ça marche aussi avec l'amour universel, parce qu'on refait la liste, voilà. Bien sûr. On fait tous les termes grecs. Ne soyez pas des connards. Si vous commencez à être un connard, allez voir des professionnels. Et après tout, c'est bien quelqu'un qui a dit aimez-vous les uns les autres. Voilà. Il faut s'aimer, mais en étant gentil, quoi. Tout simplement. Sur ce, merci Héloïse pour ta chronique. J'applaudis, mais comme d'habitude, mes applaudissements ne passent jamais avec mon micro. Donc le cœur y est, mais la vision, elle, n'y est pas. Le son n'y est pas non plus. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.